Pierre doit voyager, donc il ne pourra pas participer à cette session. Mais bon, écoutez, je pense que En tout cas, aujourd'hui, ça va. On devrait pouvoir avancer comme ça. Merci. OK. Je crois qu'on va pouvoir commencer. Hein, il est l'heure, 14h01. On a même 1 minute de retard. On est 1 minute en retard sur l'heure. Donc, je vous propose en effet qu'on débute aujourd'hui cette session. Le but de la session d'aujourd'hui, ça va être de travailler sur la sous-traitance. La sous-traitance est l'externalisation de certaines fonctions. Donc, on va essayer de voir comment on peut mener à bien ces travaux, ces projets d'externalisation et de gestion de la sous-traitance. Rapidement, le petit quiz pour savoir en début de journée comment vous vous sentez. Juste comme ça, pour savoir si tout le monde est au top. Comme ça, plutôt down. Il y a des jours avec, des jours sans. Donc, je vous laisse répondre. Et puis, on va avancer avec le cours directement. Donc, aujourd'hui, si on regarde différentes choses qui sont en cours en ce moment sur la Rave, les différentes priorités que vous êtes en train sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Donc, il y a 2 modules, module 6 et module 7. Le module 6, c'est les fonctions aval de la supply chain. Et le module 7, c'est les fonctions capacitantes de la chaîne d'approvisionnement. Donc, il y a ces 2 modules qui sont en cours. Alors, rapidement, 13% qui sont au top, magnifique, 60% qui sont bien, et un tiers, 27% qui sont juste bien. Personne n'est au fond. Voilà, écoutez, il faut savoir accepter chaque état dans lequel on se trouve. À chaque fois, chaque jour, on peut même dans une journée passer au travers de plusieurs états. Des fois, on est complètement heureux et dilaté. Parfois, on est plus contraint. Voilà, c'est la vie. C'est la vie qui fait ça. Donc, on espère que ce cours-là, en tous les cas, ce qu'on va discuter, le moment qu'on va passer ensemble pendant 2 heures, vont contribuer à la dilatation, au bien-être et à l'apaisement des cœurs. Donc, merci pour vous tous. Donc, aujourd'hui, sur cette semaine-là, quelles sont les discussions qui sont en cours? Il y a pas mal de discussions en cours. Sur le module 6, il y a une opinion sur la leçon 2, une opinion sur un sondage d'opinion aussi sur la leçon 3, qu'on va regarder un peu juste après, là, un peu plus en profondeur. Et puis, sommes-nous sur le même bateau? Et puis, sur le module 7, voilà, trois discussions d'opinion. Leçon 1, leçon 2, leçon 3. Et puis, discussion, sommes-nous sur le même bateau? Et puis, il y aura aussi un devoir hebdomadaire sur la distribution du dernier kilomètre. Un sujet très, très, très chaud, entre guillemets, très d'actualité, avec beaucoup d'enjeux, des enjeux financiers très importants, des enjeux d'efficacité des systèmes de santé aussi très importants. Donc, voilà, on vous engage à bien regarder ce dernier devoir, ce prochain devoir, pardon. En ce qui concerne la progression des participants, vraiment bravo, il y a une bonne progression, vraiment là, il y a plus de la moitié qui ont fait déjà, au moins la moitié des cours, donc bravo, c'est bien, ça veut dire qu'il y a quand même une progression assez régulière. Attention, ceux qui sont un peu là en retard, ceux qui n'ont pas atteint jusqu'au quart ou à la moitié au tiers ou à la moitié là, de ce graphique. Donc vraiment, je vous conseille de mettre le temps de votre côté. Et voilà, je sais que vous êtes souvent très pris, vous avez des missions à côté, parfois des déplacements. Donc on comprend que ça peut être difficile, mais
Voilà, c'est quand même bien, une fois que vous êtes rentré dans cette dynamique, de tout faire pour avoir le certificat à la fin. Donc, on va faire une rapide discussion. Hein. Module 6, leçon 3, c'est tous les éléments qui sont liés au push-pull, hein, flux tiré, flux poussé. Donc, les discussions qui ont eu lieu, bon, beaucoup de gens faisaient la promotion, hein, vraiment du flux hybride. Faut-il ajouter flux tendu, just in time, comme on dit en anglais. C'est aussi une autre dimension, hein, de gestion des flux qui peut en effet influencer. Donc, selon vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, hein, peut-être pour complémenter ce qui a été dit sur la Hive lors de la discussion, et puis, ou bien est-ce que il n'y a pas de points supplémentaires? Si quelqu'un veut prendre la parole, commenter. Hein, sur la Hive, j'ai vu qu'il y avait des discussions pas mal entre Pierre, Monsieur Zangré, Monsieur Daré, Madame Kaba, Madame Kouyaté, Docteur Diallo. Il y avait pas mal de discussions, pas mal de gens qui ont contribué. Je ne sais pas si parmi ceux qui ont contribué ou d'autres. Voilà, Technospark 7P. On vous donne la Oui, parole. Rappelez-nous okay, votre nom. Monsieur Zangré. Monsieur Zangré, merci. Oui, oui. Je dis encore que c'est un honneur pour moi parce que j'apprends beaucoup, surtout des autres. Beaucoup de notions que je n'avais pas, malgré l'ancienneté quand même que j'ai dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement en produits de santé, que j'ai beaucoup appris. Et j'ai beaucoup apprécié votre intervention par rapport à l'exercice passé où un des interlocuteurs demandait le transport par rapport au transportement. Et je disais simplement que comme c'était un exercice, on a fait les propositions, sinon ça existe. Mais vous avez dit que le meilleur, si on veut prendre entre le meilleur, le coût-efficacité, le rapport coût-efficacité, on va surtout prendre la partie que vous avez traitée avec un warehouse central qui permet maintenant de ravitailler les entrepôts régionaux. Et là, ça devient le coût va revenir encore moins cher pour les pays pauvres, pays en voie de développement. Sinon, bon, je disais, comme c'était un exercice, on montrait les deux façades parce qu'on ne sait jamais, on peut se retrouver recruté par une ONG dans une zone où c'est pratique. C'était pour cela. Mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié votre intervention qui nous permet de savoir, avec votre expérience, quel est le meilleur en termes de coût. Merci. Et si, merci, par rapport au point des flux, oui. Par rapport au point de flux, moi, je dirais que ici, ça dépend du niveau de formation des agents de la chaîne d'approvisionnement. Quand on prend des agents qui ont un très bon niveau de formation au niveau inférieur, le flux, le pool, la réquisition est beaucoup plus intéressante parce qu'ils ont la capacité de calculer les besoins de leur population. Ils ont les données à leur niveau. Ils exploitent les données. L'idéal, c'est ça, puisque les données qu'ils collectent les exploitent et ça rassure que ce sont des données de qualité quand ces informations-là montent vers le haut. Maintenant, quand on est dans une situation où les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en bas d'échelle ont des lacunes dans le traitement ou bien on doute de leur capacité à calculer et tout doit se faire au niveau national en poussant en termes d'allocation. Et là, ça veut dire que la collecte même de la donnée au niveau périphérique n'est pas, il y a un doute par rapport à la qualité de la donnée qui est collectée. Alors que dans le système pool, bon, là, au moins si la maîtrise est là, on sait que la donnée est de qualité.
Et donc, dans les cas, il faut peut-être appliquer en quelque sorte le cas en réquisition à location en fonction du niveau de formation des agents et de votre chaîne d'approvisionnement. Maintenant, par rapport au just-in-time, bon, ça concerne beaucoup plus les zones où il y a des industries. Si on peut prendre l'Afrique du Sud, le Brésil ou l'Inde, où il y a l'industrie est à côté, là, peut-être on peut parler du just-in-time. Sinon, pour des régions qui sont éloignées, qui ne produisent pas, je pense que le just-in-time n'est pas nécessaire à mon avis. Voilà la contribution que j'avais à faire par rapport au flux. Merci. Merci beaucoup. Vous avez en effet apporté un élément qui est, je crois, très important dans tous ces systèmes, hein. C'est valable pour ce point-là, mais c'est valable pour beaucoup d'autres, qui est celui de la compétence des agents. Le niveau de formation, qui est très, très important, parce qu'en effet, la prise de décision dépend souvent, hein, des compétences, hein, des skills, des compétences du personnel. Donc, merci pour ce point. Est-ce que quelqu'un veut commenter à nouveau sur l'aspect push-pull, hein, flux tiré, flux poussé, flux hybride, peut-être par rapport aux questions spécifiques sur les produits qui sont soulevés, produits, médicaments essentiels. Si quelqu'un veut contribuer, sinon on va avancer, hein. Très bien. Bon, il y a des échanges, hein, qui peuvent continuer d'ailleurs, hein, sur la Hive, que vous pouvez aller regarder, en effet, hein. Et c'est vrai que, de manière générale, le système hybride est souvent, vu comme étant, comme étant quelque chose de positif, hein, voilà, comme le dit Madame Kaba, hein, sur tout ce qui est produits et médicaments essentiels, c'est des flux tirés, hein, donc c'est le terrain qui va demander les quantités dont ils ont besoin. Mais par contre, sur les produits programmes, peut-être en fonction des budgets, ça peut être des flux hybrides. Il y a vraiment une partie qui est tirée et une partie, mais il y a une décision aussi très importante, une influence très importante sur les budgets, par exemple, qui vont paramétrer les données. Donc, merci pour ça. Rama, oui, vous avez ouvert votre micro, vous vouliez parler ou c'est juste… Madame Rama? Non, Monsieur Guy, non plus, c'est des erreurs, peut-être. D'accord. On va continuer sur le cours. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons… Il y a M. Nyanga sur le cours qui nous dit oui, nous devons aussi nous assurer que l'espace de stockage, en effet, avec le push, c'est vrai que de toute manière, le stockage, bon, voilà, je sais qu'il y a des débats, les flux tendus, tout ça. Bon, moi, je fais une partie de ma carrière dans les entrepôts, donc évidemment, je suis un peu biaisé là-dessus, hein, je ne vais pas le cacher, mais pour moi, la warehouse, hein, l'entrepôt, c'est le cœur de la supply chain. S'il n'y a pas un entrepôt solide, alors bon, il peut être virtuel, hein, bien sûr, il peut être virtuel, mais bon, c'est quand même un entrepôt physique avec avec des produits sur lesquels on a la main, sur lesquels on peut faire des choix en termes de priorité, de dispatch, de flux tendu, de livraison directe. C'est un outil énorme. Et même les grandes supply chains mondiales, on peut prendre l'exemple d'Amazon, hein, des supply chains mondiales comme Amazon avec les expertises les plus pointues en termes de supply chain, bon, elles ont investi massivement dans des entrepôts, massivement, parce qu'en effet, l'entrepôt, ça fait une différence profonde. Ça permet aux gens de collaborer. Bon, je vais pas faire un plaidoyer pour l'entrepôt, désolé, mais c'est vraiment un point crucial de la supply chain. Et on en a déjà parlé, mais je le redis quand même, si un jour vous arrivez dans un lieu où il y a une supply chain, une chaîne d'approvisionnement qui est chaotique, vous arrivez dans un lieu, la chaîne d'approvisionnement est chaotique, on ne sait pas combien il y a de commandes ouvertes, on ne sait pas qu'est-ce qui a été livré, on ne sait pas combien on a en stock, on ne sait pas combien on a en attente d'achat. Si vous arrivez dans ce genre de situation, la première chose à faire, c'est vous mettez en arrêt les livraisons, vous mettez en arrêt les approvisionnements, vous bloquez tout et vous faites un stock take. Vous faites un inventaire complet de ce que vous avez en stock. Vous partez de là.
Le stock, c'est la base. Vous partez de là, et à partir de là, vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce qui a été livré, qu'est-ce qui n'a pas été livré, en regardant toutes les commandes qui sont en attente, et vous allez pouvoir regarder les ordres d'achat qui sont en attente, et aussi comme ça voir tout ce qui est en attente d'arriver. Mais vraiment, le stock, c'est le cœur de la supply chain. Donc aujourd'hui, on va parler de la sous-traitance. D'ailleurs, notamment le warehousing et l'entreposage qui sont très souvent sous-traités pour des raisons de coût, et ça peut très bien fonctionner. Donc en effet, c'est bien dans le lien de ce qu'on discutait. Donc la sous-traitance et comment sous-traiter. Voilà, bon, vous connaissez les modes de travail de cette session. Hein. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. N'hésitez pas à lever la main quand vous le souhaitez, d'accord, pour qu'on puisse en effet évoquer les différents points. Donc, aujourd'hui, commençons par définir qu'est-ce que c'est que la sous-traitance. De quoi parle-t-on quand on parle de sous-traitance? Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut… Bon, il y a une définition ici, hein, déjà. Donc, si quelqu'un a une définition autre que celle-là, hein, en gros, la sous-traitance, c'est de pouvoir engager un prestataire pour fournir à l'organisation haute des services qui autrefois ou qui auraient pu être gérés en interne. D'accord. Donc, en effet, c'est vrai qu'on peut externaliser le bâtiment ou l'entreposage central. L'entreposage, c'est quelque chose qu'on externalise très souvent. Moins souvent, on peut externaliser les achats. Très souvent, on externalise le transport. Pratiquement de manière systématique, la sécurité est externalisée. La gestion de l'information aussi peut être externalisée. Voilà. Donc, on le voit ici, la sous-traitance du transport, par exemple, à l'intérieur du pays est la plus courante. Avec la sécurité aussi, ce sont peut-être les deux éléments qui sont les plus systématiques. Le stockage aussi, c'est assez courant. Voilà. J'ai vu qu'il y avait une main qui s'était levée. Je ne sais pas si quelqu'un veut faire un commentaire rapidement sur ce début, sur cette définition de ce que c'est que la sous-traitance. Non, bon, on va continuer. N'hésitez pas, hein. Bon, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, mais il y a des questions aussi qui seront ouvertes. Donc, on va parler rapidement aussi des avantages de la sous-traitance. Pourquoi, quels sont les buts, quels peuvent être les avantages de la sous-traitance? Donc, bon, certains problèmes qu'on peut avoir, par exemple, un manque de compétences internes, une forte rotation des employés. Donc, si vous êtes dans une situation où, en effet, peut-être pour des raisons de politique salariale, peut-être pour des raisons de type de contrat, pour des contraintes liées parfois au fait que certaines structures sont du secteur public, le fait d'externaliser permet d'avoir plus de flexibilité. Peut-être aussi c'est à cause des recrutements. Si c'est difficile de recruter pour faire face à des pics d'activité, bon, ben voilà, le fait de pouvoir externaliser va permettre de recruter. Donc c'est vrai que les 3 PL, hein, ce qu'on appelle les 3 PL, ça vient de l'anglais Third Party Logistic, c'est-à-dire une partie tierce logistique, hein, un partenaire tiers logistique. Donc toutes ces organisations-là ont des compétences logistiques très, très spécialisées. C'est vraiment leur cœur de métier. Donc, ça permet en effet d'externaliser et d'utiliser de compétences de gens qui sont spécialisés dans la logistique. Si on a des ressources limitées, hein, si on a des ressources limitées pour investir, comment accroître, par exemple, sa capacité sans investir dans des infrastructures, sans avoir à recruter? Eh bien, on peut avoir des contrats qu'on va signer, où on va payer que sur des quantités qui vont être que sur un service. Non pas, on va pas payer l'investissement initial. Un volume d'affaires insuffisant, hein, voilà, c'est le fait de la mutualisation, hein, comme la demande variable, la mutualisation. Quand on a un partenaire logistique, en fait, ce partenaire, il va travailler avec plusieurs clients. Donc, comme le partenaire travaille avec peut-être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de clients, ça va lui être possible de prendre des activités moindres et il va faire son bénéfice, non pas sur une petite activité, mais sur la mutualisation de ces activités. Donc évidemment, pour une société qui a un petit volume d'activité, externaliser ce petit volume d'activité chez un partenaire qui a une grosse activité, il va avoir tout de suite un effet
un effet d'aubaine sur les coûts et il va bénéficier de cette taille. La demande variable, si vous avez des pics d'activité en hiver et que vous, pendant la saison des pluies ou en hiver, et que vous avez un creux d'activité pendant la saison sèche et en été, ça va être compliqué de paramétrer vos équipes et de paramétrer vos infrastructures. Donc, vous n'allez pas paramétrer des infrastructures et des équipes pour un pic d'activité de saison des pluies. Et puis, d'un seul coup, pendant la saison sèche, vous vous retrouvez avec plein de personnes qui ont plus de travail. Donc, l'avantage, c'est aussi, si on externalise ça, cette variation de la demande, elle peut être mutualisée aussi chez le partenaire logistique qui, lui, va travailler avec des gens qui n'ont pas forcément la même saisonnalité que vous. Il va pouvoir travailler, moi je ne sais pas, il peut faire de la nourriture par exemple, sur lequel il n'y a pas de saisonnalité ou une saisonnalité différente. Et en même temps, il fait de la nourriture, de l'agroalimentaire, et en même temps, il fait du médical. Bon, après, il faut aller voir que tout soit bien segmenté, qu'il y ait bien les conditions spécifiques qui sont nécessaires pour la chaîne du froid médical, qui n'est pas la même chaîne du froid que la chaîne du froid alimentaire. Mais bon, voilà, ce sont des possibilités. Et puis, la prestation de service inefficace. Donc, en effet, ça, bon, c'est vrai que quand on travaille avec un partenaire externe, si jamais il y a des problèmes, si jamais vous avez des problèmes de qualité, c'est plus facile de gérer un problème de qualité avec un prestataire externe, parce qu'il y a un contrat, vous pouvez lui mettre des prestations, des pénalités en cas de non-respect du cahier des charges, alors qu'en interne, si c'est votre propre équipe, c'est vos propres personnels qui ne sont pas aussi efficaces, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. On le sait, c'est plus compliqué à gérer. Donc, parfois, c'est une solution de facilité aussi un peu que de pouvoir avoir un prestataire externe qu'on peut tenir un peu, entre guillemets, par le contrat, la relation contractuelle, et puis par des pénalités souvent financières en cas de moindre réussite. Voilà un peu pour cette rapide introduction de certains des avantages de la sous-traitance. Alors là, je voudrais poser une question. Est-ce que, selon vous, la sous-traitance est recommandée partout ? Alors, je vous engage, si vous avez des suggestions particulières, des points particuliers que vous voudriez, mettez-les dans le chat. N'hésitez pas à répondre dans le chat. Et sinon, vous pouvez lever la main et c'est avec plaisir qu'on écoutera vos inputs, vos contributions. Monsieur Zangré, j'ai vu que vous avez ouvert votre micro, mais on vous entend très mal. Ok. Est-ce que quelqu'un veut parler? Non? Ah, la main qui se lève. C'est vous, monsieur Zangré, je crois aussi encore. Vous avez deux noms, j'ai l'impression. Effectivement, c'est ça. D'accord, merci. Puisque je suis sur l'ordinateur et puis sur le portable. On vous entend mieux sur le portable. Voilà, mais ici, c'est le portable, le smart. Là. Et voilà, ici, moi, j'allais dire que pour moi, la sous-traitance n'est pas recommandée partout. Il y a des activités quand même de souveraineté qui sont là, qu'on ne peut pas sous-traiter, auxquelles on ne peut pas sous-traiter. Il faut forcément prendre ces activités par devers même par devers même soi pour pouvoir être sûr même de la réalisation et de la qualité. Par contre, comme vous l'avez si bien dit un peu plus haut, il y a des activités qu'on peut sous-traiter. Par exemple, le processus d'achat, on peut sous-traiter l'entreposage, la sécurité. Mais il y a des activités quand même par exemple, la qualité le contrôle de la qualité. Si on sous-traite le contrôle de la qualité, pour moi, ça peut être biaisé, on n'aura pas l'assurance pour et bien d'autres activités. Donc, en gros, la sous-traitance, pour moi, n'est pas recommandée partout. Très bien, je vous remercie, M. Zangré. Je vois que sur le chat, monsieur ou madame Armel Touzerimana
Vous suggérez aussi que ça n'est pas recommandé partout. Peut-être vous pouvez, sur le chat, hein, toujours nous dire dans quelles conditions ça n'est pas recommandé. Pareil, Boris Sassou, je vois que vous avez mis pareil aussi. Donc, n'hésitez pas si vous voulez développer un peu. Donc, surtout idéal pour la distribution. Hein, je suis d'accord avec vous, tout ce qui est distribution et stockage. Toute la partie voilà, transport jusqu'au stockage, on peut avoir des très, très, très beaux modèles, des très beaux modèles de sous-traitance. Monsieur Nyanga, vous avez la main, je vous écoute. Monsieur Nyanga, on vous écoute si vous avez votre micro est éteint. Oui, je disais ceci. Je pense que le système ne peut pas être appliqué partout parce que ça peut jouer sur la qualité, si la qualité de service, si il est mal appliqué. Et nous allons parfois remarquer que la société sous-traitante qui a le marché, hein, parfois, si vous ne veillez pas sur elle, elle traite souvent son personnel un peu d'une manière inhumaine, excusez-moi les termes. C'est-à-dire les personnels sont là pour rendre service, mais du point de vue motivation financière, c'est des gens qui travaillent d'arrache-pied, mais qui ne sont pas vraiment très bien motivés, contrairement à l'enveloppe que la société sous-traitant a demandé au niveau central, par exemple. Donc, nous devons vraiment être souples dans ça parce que ça peut avoir des répercussions sur la qualité. Parce que les personnes qui travaillent ici ne sont pas. On vous a perdu, Monsieur Nyanga, malheureusement. Malheureusement, on vous a perdu. Vous souleviez un point qui est très important. Hein, donc, désolé qu'on n'ait pas pu entendre la fin de votre contribution, mais le point que vous avez soulevé sur les conditions de travail et l'exploitation parfois hein, du personnel est un point très, très important. Et en effet, parfois, il y a des parties logistiques, hein, des sortes de parties logistiques qui font leurs bénéfices sur l'exploitation du personnel. Alors, bien évidemment, il faut, dans les contrats, dans la mise en place des procédures, des processus, vraiment être très, très vigilant. On peut travailler, on va le voir plus tard, on va en parler, de travailler en open book, travailler à livre ouvert, ce qui permet d'avoir une vision sur la comptabilité de votre prestataire, ce qui permet de savoir où et comment il fait sa marge. Madame Mailly, on vous écoute. Ok, en fait, j'allais intervenir dans cette suite logique-là. En soi, la sous-traitance, elle n'est pas mauvaise, mais aujourd'hui, en fait, la sous-traitance paraît beaucoup plus comme étant une exploitation, en fait. Les conditions ne sont tellement pas très bien définies, le personnel ne sont souvent pas trop bien rémunéré, et ce qui fait qu'au lieu que ces gens-là soient à la hauteur, en fait, du service qu'ils doivent rendre, on trouve qu'on est deux fois face à un travail bâclé simplement parce que les conditions, en fait, ne suivent pas le travail qui doit être réalisé. Mais en soi, la sous-traitance, elle n'est pas mauvaise, mais il est plutôt question seulement de définir certaines conditions pour que le travail soit bien fait. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Mailly, d'avoir rajouté encore d'avoir insisté sur ce point, le point de l'exploitation, qui est vraiment, vraiment très, très important. En effet, vous avez tout à fait raison. Alors, il y a une chose parfois, donc là-dessus, il y a ce premier point qu'on a évoqué, qui est de travailler à livre ouvert. C'est-à-dire quand vous établissez le contrat avec votre prestataire logistique, vous lui demandez de détailler très spécifiquement comment il a calculé le coût de la prestation qu'il va vous servir. Et normalement, quand il vous détaille complètement le coût, ça vous permet de voir où est-ce qu'il va faire sa marge. Et en effet, si on voit qu'il fait toute sa marge sur des salaires très très bas, pour vous refacturer à vous une prestation à un prix plus ou moins cher, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Donc ça, c'est un premier point quand même à bien regarder. Quand vous faites un appel d'offres pour l'externalisation, demandez d'avoir précisé que ce sera une prestation et des appels d'offres à livre ouvert, que vous voulez pouvoir regarder dans les comptes et voir où la marge est faite. Et qu'en effet, vous pourrez discuter avec les différents prestataires sur ce point-là. L'autre élément qui est assez important, c'est quand vous faites ces contrats-là, vous pouvez préciser d'avoir une partie de votre équipe. Parfois, ça peut être qu'une seule personne, mais des fois, ça peut être 2 ou 3, voire plus, hein, mais en général, c'est 1 ou 2 personnes qui vont être détachées chez le prestataire logistique à temps plein.
Donc, on appelle ça des implants. Vous allez avoir un implant, une personne de votre équipe qui travaille pour vous, qui est payée par vous, mais qui va passer son temps chez le prestataire logistique pour voir comment les choses se passent. Et là, en effet, au niveau éthique, notamment des choses telles que le travail des enfants, par exemple, ou des choses comme ça se voit tout de suite. Donc, il va voir comment les gens sont traités, s'ils sont dans des bonnes conditions, pas des bonnes conditions. Vous avez le cours juste après sur les conditions enabling, les conditions capacitantes de la supply chain, où en effet, on parle du confort, de qualité de vie des employés. Et ça, c'est un point qui est très important, non seulement pour vos propres employés, mais aussi si vous sous-traitez, vous vous assurez que vous trouvez les mêmes critères, les mêmes niveaux de qualité chez votre prestataire. Ça, c'est la responsabilité vraiment du donneur d'ordre. Monsieur Paciano Nsewanga, je vous écoute, vous avez levé la main, on vous écoute. Ok, merci beaucoup. Je voulais beaucoup plus intervenir. Premièrement, à la question s'il était vraiment important de sous-traiter certains services. J'ai dit tout dépend de l'environnement dans lequel on se trouve et puis de la nature du service en question. Et si je pourrais prendre le cas de mon pays, la République démocratique du Congo, ici, les services d'approvisionnement souffrent d'un grand problème logistique, un très sérieux problème logistique. Et s'il faut, par exemple, prendre en ce qui concerne les produits qui demandent le respect de la chaîne de froid, il n'y a aucun entrepôt national ici dans le pays qui puisse être capable d'assurer le respect des chaînes de froid, où c'est une obligation dans le système d'approvisionnement de sous-traiter la conservation des produits qui demandent la chaîne de froid. C'est vraiment un impératif. Alors, par rapport aux autres intervenants qui ont donné les désavantages de la sous-traitance, moi, je dirais que ce n'est pas partout où il y a exploitation du personnel, parce que ça dépend aussi de la nature du service demandé. Il y a des services qui demandent une grande expertise, entre autres le contrôle qualité. Je ne pense pas dans la sous-traitance du contrôle qualité, on pourrait parler de l'exploitation du personnel. C'est beaucoup plus dans les services où on demande de la manutention humaine, où on demande la qualité d'un employé qui a un niveau très bas, où on demande beaucoup plus le travail manuel surtout, où on pourra assister à l'exploitation du personnel. Alors, par rapport aux deux procédures que vous venez de donner, pour ce qui est un moyen de contourner l'exploitation du personnel, je dirais la partie où vous dites qu'on demande au sous-traitant de vous envoyer une facture de pro forma de sa facturation et voir si sa marge est beaucoup plus sur les salaires des employés. Je vous dirais qu'il y a aussi des inconvénients. Par exemple, je prends toujours le cas de mon pays, la République démocratique du Congo. Ici, un employeur est capable de faire signer aux employés un contrat de travail et les faire subir un autre contrat. Donc, il vous envoie une prestation, il vous envoie un document selon lequel il paye autant à ses employés, mais effectivement ou réellement, il ne paye pas ce qu'il déclare sur le papier. Et je dirais, c'est beaucoup plus la deuxième procédure où vous mettez votre propre employé dans les milieux du travail pour voir effectivement ce qui se fait. C'est là où je dirais que c'est beaucoup plus efficace et vous avez beaucoup plus la chance de réussir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Nsewanga, vraiment pour cette contribution très, très intéressante. Ce que vous me dites sur le fait qu'il n'y a pas un seul entrepôt capable d'assurer la chaîne du froid dans des conditions acceptables répondant aux critères internationaux, c'est dur d'entendre ça. C'est très dur. Vous parlez d'entrepôts nationaux, enfin d'entrepôts publics ou même d'entrepôts privés, parce que vous pouvez mettre la réponse dans le chat si vous voulez. C'est dur d'entendre ça, mais c'est vrai qu'on sait que la République démocratique du Congo est un pays avec des enjeux logistiques comme nulle part ailleurs.
Donc vraiment, on vous souhaite à toute personne qui est impliquée dans la gestion logistique dans ce pays, vraiment beaucoup de courage et beaucoup de chance et beaucoup de détermination et, voilà, et une confiance à toute épreuve. Donc merci, en tout cas merci beaucoup pour vos contributions. Oui, Monsieur Nyanga, vous parlez encore vous vous souvenez le point qui avait déjà été évoqué, hein, celui des compétences, hein, mais cette fois-ci, vous ne parlez pas des compétences forcément spécifiquement logistiques de chaque personne, mais des compétences spécifiques liées à la gestion d'un contrat de sous-traitance. Et en effet, hein, c'est un métier différent. C'est-à-dire que le jour où vous externalisez votre warehouse, par exemple, votre entrepôt, le jour où vous externalisez le transport, vous avez tout à fait raison, Monsieur Nyanga. D'un seul coup, en interne, ce ne sont plus les mêmes compétences qui sont nécessaires. Il ne faut pas les mêmes compétences pour gérer un entrepôt et pour gérer un partenaire logistique. Même si, bien évidemment, il y a des compétences similaires, il faut comprendre le métier, il faut savoir de quoi il s'agit, mais ce n'est pas la même chose. C'est une relation d'un seul coup qui est différente avec un partenaire. Voilà. Voilà un autre point qui est soulevé par Monsieur Mukundi, en effet, sur les normes, les bonnes pratiques, les compétences aussi des équipes, le personnel qualifié et les infrastructures. Et bien évidemment, l'exemple qui nous vient à tous à l'esprit, qui avait déjà été soulevé juste avant à propos de la République démocratique du Congo, c'est la chaîne du froid. Comment respecter la chaîne du froid, comment respecter le stockage des vaccins, donc en effet, très important. Un point sur la norme ISO, je ne suis pas un spécialiste de des normes ISO, mais je pense qu'en effet, quand vous externalisez, il y a des indicateurs spécifiques hein, pour les normes ISO liées à l'externalisation. En effet, si vous externalisez à un sous-traitant qui n'est pas aux normes ISO, il est possible qu'en effet, à un moment ou à un autre, lors de l'audit de validation, ça ne passe pas. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses en effet à valider dans le contrat d'externalisation si on veut garder une certification ISO qui aurait été acquise. Voilà, en effet, l'exploitation du personnel peut avoir un impact sur la qualité du service, c'est sûr, hein, c'est évident. Donc merci et vraiment en effet, voilà, l'important c'est d'avoir une qualité, une expertise en interne pour la gestion du contrat. Merci beaucoup à tous. Hein. C'est un point très très important parce que vraiment vous pouvez tous à un moment ou à un autre être amenés à faire face à cette question. Est-ce qu'on doit externaliser, est-ce qu'on ne doit pas externaliser ? Elle revient souvent. Hein. L'autre jour, on plaisantait en disant qu'une bonne stratégie, ça consiste à centraliser ce qui est décentralisé et décentraliser ce qui est centralisé. On peut faire à peu près la même plaisanterie pour l'externalisation, mais ce n'est pas aussi vrai. On pourrait dire, oui, une bonne stratégie, ça consiste à externaliser ce qui est internalisé et internaliser ce qui est externalisé. Sauf que une fois que vous avez externalisé quelque chose, c'est très difficile de le réinternaliser parce que vous avez perdu les compétences. Donc, par exemple, si vous avez un entrepôt en interne, vous gérez votre entrepôt, vous gérez tous vos flux de médicaments en interne et vous externalisez parce que par exemple, vous avez une demande très variable, des très hauts pics en saison des pluies, des très basses demandes en saison sèche. Vous ne pouvez pas gérer ces pics, vous décidez d'externaliser. Vous allez externaliser. Vous gérez bien votre contrat, vous vous assurez par exemple que l'ensemble de votre personnel est repris dans des conditions salariales satisfaisantes par le prestataire. Donc, vous faites vraiment un processus d'externalisation qui est très bon. Tout est positif, le prestataire, ça se passe bien. Mais il faut quand même que vous sachiez que réintégrer un service logistique en interne, ça va vous coûter très, très cher parce que vous avez perdu toute l'expertise. Vous êtes passé à une expertise qui est une expertise de gestion de contrat, une expertise de gestion de prestataire et plus du tout à une expertise de gestion de supply chain et de gestion d'approvisionnement ou de gestion de stockage, par exemple, d'entrepôt. Donc, du coup, vous avez transféré vos équipes chez un prestataire qui vous gère la saisonnalité, c'est bien, vous êtes content, mais sachez que si dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, il y a des problèmes et que vous décidez de réinternaliser, ça va être beaucoup plus compliqué, ce sera un gros chantier. Donc voilà, je voulais juste soulever ce point qui me semble important parce qu'en effet, à un moment ou à un autre, quand on travaille dans la logistique, on est toujours confronté à cette question de l'externalisation.
que ce soit pour le transport, ça c'est tous les ans que la question se pose, hein, de toute manière, est-ce qu'on externalise, est-ce qu'on n'externalise pas. Et on va prendre juste, ou que ce soit pour d'autres éléments. Et là, on va prendre un cas qui est le cas du Programme alimentaire mondial, hein, le PAM, World Food Programme, que vous connaissez probablement tous, hein, qu'on voit assez régulièrement, qui a été nommé, je crois, il y a quelques années, qui a reçu le prix Nobel de la paix pour son travail. Hein. Donc, le Programme alimentaire mondial, ils utilisent chaque jour, hein, dans le monde, bien évidemment, environ 5000 camions. Donc, vous savez que le Programme alimentaire mondial est en charge, hein, c'est l'Agence des Nations Unies qui distribue de la nourriture dans tous les programmes alimentaires pratiquement du monde. Hein. Ils sont soutenus bien évidemment par des bailleurs internationaux comme les États-Unis, l'Union européenne, bon, principalement les États-Unis, et d'autres pour avoir accès à des quantités très importantes de nourriture, pour pouvoir s'assurer que dans les zones où il y a des grosses tensions sur la sécurité alimentaire, ils puissent en effet éviter les crises. Donc, ils ont 5000 camions dans le monde et la majorité est fournie par des transporteurs privés. Donc, eux, ils n'ont que 800 véhicules et ces 800 véhicules, en fait, ils sont dédiés pour des zones où il n'y a pas un marché commercial suffisant, ou alors les itinéraires sont très compliqués. Ils doivent avoir des camions 4 roues motrices très spécifiques, avec des grosses conditions spécifiques pour pouvoir aller dans des zones voilà, qui posent des problèmes. Et donc, grâce à leur propre capacité d'expédition, de frais, un ensemble de transporteurs privés préqualifiés, ils peuvent gérer de manière rentable et maintenir un niveau de flexibilité qui permet au PAM, hein, de rediriger les produits vers toute nouvelle destination et dans toutes les circonstances qui vont l'exiger. Donc, ça fait 50 ans à peu près qu'ils travaillent avec des transporteurs privés qui assurent, voilà, la distribution jusqu'au dernier kilomètre dans des conditions parfois difficiles. Donc là, on a ce système, hein, 5000 camions, il y en a 800 qui leur appartiennent, qui peuvent aller n'importe où dans les endroits où ils vont, il n'y a pas de marché. Mais sinon, dès qu'il y a un marché privé, ils vont travailler avec ce marché privé au travers de contrats d'externalisation, de contrats de sous-traitance du transport. Donc, les contrats sont administrés par les équipes de gestion logistique de pays qui lancent des appels d'offres semestriels par le biais de journaux locaux, en mettant l'accent sur le coût, les conditions que les transporteurs privés puissent démontrer leur capacité de livraison. Alors là, la facturation se fait à livre fermé, donc on ne va pas regarder comment est la structure du coût, on ne va pas regarder où est-ce que la marge se fait, hein, mais c'est juste une facturation qui se fait à la tonne métrique. Donc soit la tonne, soit le mètre cube, tonne métrique. Les contrats sont établis pour des périodes de 6 à 12 mois avec des évaluations de performance à la fin du contrat et des examens réguliers des indicateurs clés de la performance. Voilà. La concurrence est encouragée. Plusieurs transporteurs privés sont souvent contactés pour le même itinéraire et le PAM peut ainsi établir des relations positives et durables avec les transporteurs qui leur permet d'avoir une grande donnée, hein, un vaste ensemble de données et bien connaître le marché. Donc ça, c'est un exemple, hein, qu'on donne, en effet, d'une manière un peu, alors là, on va prendre le mot hybride, hein, où en effet, le PAM s'est posé la question d'externaliser ses transports. Ils transportent chaque année énormément de nourriture et ils ont décidé de garder une compétence interne pour les réponses d'urgence et les zones où il n'y a aucun marché privé de la location de véhicules. Mais sinon, dès que c'est possible, ils vont investir dans le développement de contrats et de relations de partenariat avec des transporteurs locaux. Donc, ça nous amène un peu à différentes conditions aussi. On a regardé les conditions dans lesquelles on peut sous-traiter. On en a évoqué, voilà, on en a évoqué quelques-unes, mais là, on va regarder un peu les conditions internes. Hein, on pourrait presque appeler les préconditions avant de pouvoir externaliser. Donc, quand vous êtes confronté à cette décision ou pas, ou cette question d'externaliser ou pas, il faut bien regarder les éléments qui sont là. Donc, comprendre les compétences de l'organisation. Donc, quelles sont les compétences de base de l'organisation? C'est quoi le cœur de métier de votre organisation?
hein. Si le cœur de métier de l'organisation, c'est vraiment la logistique, la supply chain, l'approvisionnement, déjà, vous pouvez vous dire que externaliser, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire, puisque c'est votre cœur de métier. C'est là où vous avez votre expertise toute particulière. Mais si votre expertise, elle n'est pas là-dedans, qu'elle est sur autre chose, bon, il faut réfléchir. Donc, du coup, vous pouvez regarder plus quelles sont les compétences. Est-ce qu'on a les employés qualifiés capables de gérer toutes ces activités? Comment ça se passe en interne? Donc, notre cœur de métier, ce n'est pas forcément la logistique. Peut-être que notre cœur de métier, c'est plus la relation avec le patient. Dans ce cas-là, est-ce que c'est à nous de gérer la logistique en amont? À voir. Est-ce qu'on a les compétences? Si oui, on a les compétences. Donc, déjà, ça peut influencer la réponse. Ensuite, examiner les processus opérationnels pour identifier les activités peu performantes. Donc là, il faut essayer d'avoir une évaluation. Ça peut se faire de différentes manières, hein. On peut avoir des manières en utilisant des critères ou des indicateurs de succès, hein, les indicateurs de performance. Mais on peut aussi faire des consultations auprès des utilisateurs, voir comment ils évaluent le service qu'ils sont apportés. On peut faire des consultations, des sondages auprès des cliniques, auprès des pharmacies, auprès des hôpitaux, voir comment eux, ils perçoivent la chaîne d'approvisionnement et essayer d'évaluer où est-ce que les processus opérationnels sont performants, où est-ce qu'ils le sont moins, ou est-ce qu'en effet, il y a vraiment une grosse marge de gain possible en performance que peut-être on va avoir du mal à gagner en interne, mais que si on sous-traitait, on se rend compte qu'il peut y avoir un saut qualitatif très important. Ensuite, on va se poser la question de la capacité de gestion d'un prestataire externalisé. Est-ce qu'il existe une capacité en interne, hein, je parle en interne, est-ce qu'il existe une capacité en interne de gérer un prestataire externe? C'est ce qu'on disait. Est-ce qu'on a les compétences en interne, non plus pour faire de la logistique, mais pour gérer un partenaire logistique? Est-ce qu'il y a du budget? Est-ce qu'il y a des capacités d'information aussi, hein, les systèmes d'information qui permettent de faire ces échanges qui sont clés, hein, dans la sous-traitance aujourd'hui, les échanges d'informations entre un système dont le centre de santé peut être propriétaire et dont le ministère de la Santé peut être propriétaire, et un système dont le prestataire logistique va être, comment ces deux systèmes se parlent, système informatique, très très important, un point très 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 important. Donc ça aussi, c'est encore une question. Et puis ensuite, le point, on y arrive, hein, le point de la faisabilité technique. Est-ce que c'est possible techniquement? Alors, il y a les infrastructures, il y a les systèmes d'information dont on parlait, mais il peut y avoir aussi des contraintes de gouvernance. Parmi les trois grands thèmes, hein, que vous avez soulevés tout à l'heure comme étant des barrages, il y avait le problème de la compétence, le problème de l'exploitation, donc des risques éthiques, mais il y avait aussi un risque qui avait été soulevé, je crois, un problème qui avait été soulevé dès le début, qui était le point de la souveraineté. Est-ce qu'on est souverain sur certaines fonctions? S'il y a des fonctions qui sont des fonctions régaliennes de l'État, on ne peut pas les externaliser. C'est une responsabilité de l'État, on ne va pas l'externaliser. Donc voilà, souveraineté, risque éthique, la compétence, et puis là, des éléments aussi techniques d'infrastructure, de systèmes d'informatique. Donc, est-ce qu'on a ces capacités-là en interne? Donc, quand on va se poser cette question de savoir si on externalise ou si on n'externalise pas, vous avez toutes ces conditions internes qu'il faut d'abord regarder. On va les regarder en interne avant d'aller voir à l'extérieur qu'est-ce qui se passe. On dit aussi très souvent, on n'externalise pas un problème. Donc, ça ne veut pas dire que, par exemple, à l'exemple, on voit est-ce que les processus sont opérationnels. On peut avoir un problème sur un processus opérationnel, on se rend compte qu'on a un gain de qualité qui est énorme qu'on peut réaliser. Donc, d'une certaine manière, on a un problème et on se dit on va externaliser. Mais l'important, c'est de bien comprendre quel est ce problème, de bien l'analyser. Parce que si jamais vous vous dites juste, ah ben voilà, par exemple, je sais pas, c'est la préparation de commande qui ne marche pas. On va externaliser la préparation de commande parce que c'est là que ça ne marche pas. Mais en fait, si la préparation de commande, elle ne marche pas parce qu'en amont, il y a quelque chose qui dysfonctionne et que c'est quand ça arrive à la logistique qu'on voit apparaître ce dysfonctionnement, on va externaliser quelque chose, mais le problème, il va être en amont. Si le problème, il est dans la quantification, par exemple, le problème est dans la quantification. On n'a pas les informations de quantification. Donc, quand on va passer des commandes, on ne les passe pas au bon moment. Là, le problème, on va externaliser la préparation de commandes et la distribution. Mais si on n'a pas les bonnes quantifications en amont, si le problème, c'est vraiment la quantification, on va externaliser quelque chose qui n'a pas été proprement analysé. C'est pour ça qu'on dit souvent, n'externalisons pas un problème.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de trouver une solution en externe à un problème qui est clairement identifié, mais ça veut dire qu'il ne faut pas immédiatement se jeter sur l'externalisation comme la solution au problème qu'on a identifié, parce qu'il y a peut-être d'autres problèmes à résoudre en amont. J'en profite juste là pour vous dire, pour partager avec vous ce que vous savez probablement déjà quand vous travaillez dans la chaîne d'approvisionnement, c'est que tous les problèmes qui n'ont pas été les problèmes de planification, qui n'ont pas été gérés en amont, ils vont se matérialiser au moment de la supply chain. C'est dans la supply chain qu'ils vont se matérialiser. Quand vous arrivez à la logistique, parce que la logistique, c'est là où on est dans le matériel, on est dans le concret, on est dans le sensible. Hein. Donc, toutes les idées théoriques, toutes les planifications théoriques, toutes les idées qu'on a eues avant, là, tout ce qui a été fait un peu de manière un peu soft, entre guillemets, si vous avez pris du retard dans votre planification, si vous avez mal planifié, si vous avez mal quantifié, à quel moment vous allez vous rendre compte que vous avez mal planifié, mal quantifié, mal commandé, mal acheté? Vous allez vous en rendre compte au moment où les produits vont être livrés dans votre entrepôt, pas avant. Ils arriveront soit à la mauvaise date, soit dans les mauvaises quantités, soit ce n'est pas la bonne qualité. Et là, vous allez vous rendre compte des problèmes qui ont mal été anticipés. Et évidemment, c'est très facile pour quelqu'un qui voit ça de l'extérieur de dire « Ah, ben, c'est la faute de l'entrepôt. » C'est la faute de l'entrepôt. Parce que eux, mais en fait, non, ce n'est pas la faute de l'entrepôt. L'entrepôt, ils ont reçu des choses qui ont été commandées en amont. Par contre, en effet, quand ils arrivent, ils les reçoivent avec 3 mois de retard. On ne peut pas leur faire porter la responsabilité d'une livraison tardive à un hôpital pour quelque chose qu'ils n'ont pas reçu. C'est pour ça que vraiment, tirer le fil à chaque fois, pour comprendre quel est le problème profond qui a généré un manquement ou un défaut en termes de livraison, en termes de qualité, tout ça, c'est très, 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 très important. Tous ceux qui ont travaillé dans la logistique ont vécu ça. Comme on dit, un manque d'anticipation en amont de la chaîne ne doit pas justifier une urgence à l'autre bout de la chaîne. Et malheureusement, c'est souvent le cas. Il y a un manque de planification en amont, et donc du coup, en aval, dans les fonctions aval, on va être dans une situation d'urgence. On va répondre pour essayer de pallier à un manque de planification. C'est gentil de la part de ceux qui sont en aval, mais ça ne peut pas être toujours eux qui doivent porter le coût d'un manque de planification. C'est pour ça que la collaboration dans la supply chain est essentielle, vraiment essentielle. Voilà. Désolé, c'est un sujet que j'aime bien, donc je me permets d'insister un peu là-dessus. Donc les fonctions externes. Donc quand est-ce qu'on peut sous-traiter ou pas sous-traiter? Et cette fois-ci, non plus en regardant en interne dans l'organisation, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, mais regarder à l'extérieur, qu'est-ce qui est possible. Alors la première chose, bien évidemment, c'est l'analyse du secteur privé. Est-ce qu'il existe des prestataires appropriés sur le marché local? Est-ce qu'il y aura une possibilité de mettre les gens en concurrence? Ou bien est-ce qu'il n'y a qu'un monopole? On entendait parler tout à l'heure en République démocratique du Congo de l'absence de chaîne du froid. Si on n'a pas du tout, externaliser la chaîne du froid, ça va être compliqué. Il va peut-être falloir, ou alors il va falloir créer des partenariats peut-être avec des organisations comme l'UNICEF ou d'autres qui eux-mêmes, ou le Fonds mondial, trouver des partenariats comme ça. Alors, c'est une autre forme d'externalisation, mais c'est aussi une forme d'externalisation. Donc, regardez ce qui existe sur le marché et puis regardez les spécificités en termes d'accès aux zones géographiques qui sont exigées. Ensuite, il y a bien évidemment une analyse coût-avantage. Quels sont les prix sur ce marché? Quels sont les coûts globaux de la sous-traitance? Donc, comment on va être facturé? Est-ce qu'on va être facturé à la pièce? Est-ce qu'on va être facturé de manière mensuelle? Est-ce qu'on va être facturé Est-ce qu'on aura aussi des possibilités de pénalités financières qu'on va pouvoir, mais surtout d'un point de vue général, le budget. Et puis aussi, une fois qu'on aura fait ça, alors le budget, c'est deux choses. C'est le budget d'un coup, le one-shot cost. One-shot cost, donc c'est le budget initial pour externaliser l'ensemble de l'activité. Ça a un énorme coût. Il faut bien paramétrer l'ensemble des données, bien être clair sur les attentes, savoir les quantités qui vont être anticipées pour les années suivantes. Souvent, ce que demande le prestataire, c'est qu'il demande qu'on s'engage sur un niveau de business. Ils vont dire, moi, je veux bien prendre votre affaire, mais ça me coûte de prendre ça. Est-ce que vous vous engagez à me faire au minimum, je ne
je ne sais pas moi, 500 ou 1000 shipments, 1000 livraisons ou 2000 livraisons par an à tel prix pour que je rentre dans mes coûts. Donc, il y a toute une négociation tarifaire qui va être très importante. Et en effet, il y a deux coûts à regarder. Il y a le coût de la mise en place de ce processus, de ce projet d'externalisation qui va coûter cher. Et deuxièmement, le coût sur le long terme, comment ça va être facturé et quels vont être nos coûts. Ne perdez jamais de tête aussi, gardez toujours en tête que quand on fait un contrat, le prestataire logistique, moi j'ai travaillé chez des prestataires logistiques, on sait que des fois, on va signer un contrat, quand on regarde comme ça, a priori, on a l'impression qu'on ne va pas faire beaucoup d'argent. Mais on sait aussi qu'il va y avoir énormément de prestations qui vont nous être demandées en dehors du contrat. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête quand vous allez externaliser. Vous dites, OK, il y a le gros de mon activité, tout est bien paramétré, j'ai bien négocié les coûts, tout ça. Et quelles sont les activités annexes que je vais pouvoir être amené à demander à mon prestataire? Des livraisons en urgence, travailler la nuit, faire des inventaires spécifiques, faire des opérations spéciales où on repackage les choses. Tout ça, c'est des choses, si vous ne les avez pas anticipées dans votre contrat, le jour où ça va tomber, le prestataire il va vous facturer ça, il va se rattraper. Hein. C'est le jour là où il va faire rentrer beaucoup d'argent. Moi, j'ai travaillé chez un prestataire logistique, on a toujours ça en tête. On sait que quand on signe un contrat, il y a des choses qui vont venir à côté et que c'est là qu'on va faire vraiment notre business. Ce n'est pas forcément sur le day-to-day, sur les livraisons quotidiennes. Donc aussi, quand vous gérez un contrat de prestation service, gardez en tête les prestations exceptionnelles que vous pourriez être amené à demander à votre partenaire. Et puis finalement, ce qu'on va regarder à l'extérieur, c'est la maturité des processus des entreprises qui sont sur place. Donc, quel est le degré de maturité de leur processus? Est-ce que c'est des entreprises qui sont là depuis longtemps, qui travaillent avec beaucoup de prestataires, avec beaucoup de partenaires, qui ont beaucoup de clients? Comment ils gèrent les données, par exemple? Est-ce qu'ils ont un accès aux données? Quel système d'information ils utilisent? Quels rapports ils vont vous envoyer? Est-ce qu'ils vont pouvoir vous envoyer des rapports hebdomadaires sur toutes les livraisons qu'ils ont fait, sur le niveau de stock? Comment vous allez garder l'information? Comment vous allez pouvoir faire le suivi en termes de qualité et en termes de gestion de l'activité? Est-ce qu'ils respectent les bonnes pratiques de stockage et de distribution? Tout à l'heure, on évoquait les normes ISO. Est-ce qu'ils ont des normes ISO? Est-ce qu'ils ont fait des processus qualité ISO? Et si oui, comment ça s'est passé? Et sinon, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Et puis, voilà, peuvent-ils répondre, bien évidemment, au délai et au volume requis? Donc, est-ce qu'ils vont bien rentrer dans le cahier des charges que vous avez développé? Tout ça pour dire que, bon, voilà, un processus d'externalisation, comme vous le voyez, c'est une grosse affaire. Hein. Ce n'est pas juste, voilà, tiens, on va appeler un ami qui est transporteur, ou un ami, mais enfin, on ne va pas appeler 2-3 boîtes de transporteurs qui ont 4-5 camions et qui vont faire… Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut avoir une très bonne analyse, une très bonne connaissance de son activité, une très bonne analyse de ses capacités internes et savoir comment on va phaser, comment on va externaliser tout ou une partie simplement de notre activité. On n'est pas obligé de tout externaliser. Comme vous l'avez vu, il y a des externalisations partielles, comme on l'a vu dans le cas de World Food Programme. Avant de passer aux questions et aux réponses, voilà un petit sondage pour savoir comment ça se passe dans votre pays. Est-ce que, bon, c'est vraiment une question un peu générique, hein, vous pouvez répondre à ça. Oui, le transport est sous-traité. Oui, l'entreposage est sous-traité. Non, tout est géré par l'agence gouvernementale. Donc, répondez, voilà, vous pouvez nous donner vos réponses. Il se peut que votre cas ne corresponde pas typiquement à ces trois réponses. Et dans ce cas-là, je vous engagerai juste après voilà, à aborder peut-être votre cas, nous donner vos exemples en fonction de votre cas précis. Alors, je ne sais pas s'il y a des commentaires, des questions, s'il vous plaît. Je vous laisse la main si jamais certaines personnes souhaitent commenter. Je vois M. Nyanga qui a levé la main. M. Nyanga, on vous écoute. Je vous en prie. OK, merci beaucoup. Je pense que ce que vous venez de dire là est très fondamental. La logistique en amont doit être très bien planifiée parce que je vais citer l'exemple des vaccins ici en RDC et je suis dans les Bandundu, la province de Kwango. Les vaccins proviennent du niveau central.
Ouais, déjà, vous remarquez dans ces lots, dans ces lots de vaccins, il y a déjà, dans les colis de vaccins, il y a déjà 3 lots différents, dont les erreurs proviennent du niveau central. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que le niveau central, c'est attend du niveau provincial un rapport. Donc, il y a un devoir de redevabilité au niveau périphérique. Il doit parvenir remonter les données au niveau central. Et si c'est le même niveau central qui envoie les vaccins pour ravitailler les différentes zones de santé de Kwango en vaccins, et c'est déjà un problème au niveau provincial, au niveau central. C'est-à-dire, c'est comme l'exercice qu'on a eu à faire la fois passée. Il y a au niveau central, il y a manquement d'une entité ou bien d'un comité qui doit être créé pour bien faire le travail en amont, pour que quand les vaccins seront réussis au niveau provincial et après contrôle des qualités, on peut livrer 5 sur 5 dans les zones de santé au niveau périphérique. Là, maintenant, le produit servi sera adéquat au service rendu. Mais si ce n'est pas bien fait, c'est le même niveau central qui va encore reprocher les niveaux périphériques et chercher à organiser des supervisions formatives pour renforcer les CAPI. Et ça, c'est déjà un problème. Donc, à mon humble avis, le niveau central doit aussi bien faire les choses. Au besoin, mettre en place un comité d'experts pour éviter ce genre d'erreurs, des mélanges de lots, et ce n'est pas bon. C'était un peu ça ma contribution. Merci, merci beaucoup, M. Nyanga. Vous êtes, enfin, le point que vous soulevez hein, du rapport entre vraiment le local hein, et le territoire hein, et le niveau central, c'est tellement important. C'est tellement important parce que trop souvent, les grosses organisations regardent le niveau central comme étant l'alpha et l'oméga hein, de la chaîne d'approvisionnement. Alors qu'en fait, le but, c'est d'aller à la flèche, à la pointe de la flèche. Et la pointe de la flèche, c'est le niveau local. C'est là où le patient va pouvoir bénéficier du matériel médical ou du produit pharmaceutique. S'il n'a pas cet accès, tout ce qu'on a fait en amont ne sert à rien. Donc c'est vrai que malheureusement, quand on travaille dans des grosses administrations, souvent le centre a un peu tendance à se regarder le nombril en oubliant qu'en fait on est au service d'un territoire et que parfois ce territoire, comme vous l'avez très bien décrit, est très loin et dans des conditions qui ne reflètent pas l'état qu'il y a en centrale. Donc vraiment, je vous remercie et merci beaucoup pour avoir apporté aussi cet élément très important de contextualisation aux besoins d'un territoire très spécifique. Juste pour répondre au sondage, donc, bon, c'est intéressant de voir quand même hein, que 43%, donc pratiquement la moitié hein, des situations, le transport est sous-traité. 25%, un quart, c'est l'entreposage qui est sous-traité. Et puis 30% où tout est géré en effet en interne par l'agence gouvernementale. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça. Il y a une contribution aussi de Lawson Ulrich Lawson sur le chat. Hein. Et voilà aussi de M. Nyanga et de Justin Nganiza hein, aussi sur le chat que je vous invite à lire. S'il y a d'autres contributions orales, on peut vous écouter. Quelqu'un qui veut faire un commentaire sur l'externalisation dans son pays, peut-être un autre contexte que la RDC. Donc, je regarde là sur le chat. Au Cameroun, la sous-traitance existe beaucoup plus dans les produits programmes, comme par exemple VIH-Sida, oui, où la livraison des produits se fait sur site par le sous-traitant du partenaire. Donc, en l'occurrence, oui, c'est des programmes avec un partenaire particulier qui gère ce type de programme, probablement le mondial. Et en effet, un risque pour la qualité du produit, le processus de rangement. Donc, qualité des produits, c'est qu'on disait, regardez les capacités techniques, hein, notamment sur le transport, capacité technique des infrastructures, que ce soit des infrastructures de stockage ou que ce soit des infrastructures
de transport. D'accord, merci M. Ganiza sur le fait que, d'accord, on aurait pu rajouter des externalisations de transport et de stockage. Merci bien. Oui, la main qui est levée. Oui, je vous écoute. Ok, merci M. Gilles. C'est Zangré. Oui, M. Zangré, oui, je sais. De Burkina Faso. C'est Technospark qui me... Voilà, je voulais, je ne sais pas, le cas de Burkina, je ne sais pas si on peut appeler ça une externalisation, puisque au niveau du stockage, la CAMEX est une association à but non lucratif qui a un partenariat avec l'État. Donc la CAMEX est devenue comme on peut la considérer comme une branche également de l'État, même si elle fonctionne de façon autonome. Et la CAMEX a en charge l'entreposage des intrants, surtout des intrants programmes, les 5 programmes prioritaires du pays. Tous les intrants sont stockés au niveau de la CAMEX avant d'être livrés aux formations sanitaires également par la CAMEX. Je ne sais pas s'il faut appeler ça une externalisation. Sinon, il y a le last mile dont on vient de boucler la phase pilote. Et avec cette phase pilote, le pays a choisi une option pour externaliser le transport des produits depuis le dépôt des partitures de district vers la formation sanitaire périphérique. Bon, à ce niveau, on pourra parler d'externalisation de transport pour atteindre le dernier kilomètre, mais cette option n'est pas encore mise en œuvre par manque de financement. Ma question est est-ce que l'externalisation, ça consiste sur les fonds, et à utiliser les fonds de la nation, ou bien l'externalisation peut être prise en compte avec les fonds d'un bailleur quelconque? Ouais, l'externalisation, en fait, ça peut être fait avec les fonds d'un bailleur. Hein. Ça, c'est pas un problème. L'externalisation, c'est vraiment prendre une activité qui est en interne et la transférer chez quelqu'un qui est en externe. Le point que vous soulevez sur la CAMEG est très intéressant parce que moi, je ne connais pas très bien le Burkina et c'est dommage que Pierre ne soit pas là. Pierre, où es-tu? Oui, Pierre s'est caché aujourd'hui. Il voyage, malheureusement, parce que lui, il connaît bien le Burkina. Et je pense qu'il aurait mieux répondu que moi. Je pense qu'il s'agit peut-être dans le cas de la CAMEC d'un partenariat public-privé, qui est une forme d'externalisation, mais qui se fait sur le long terme au travers vraiment d'un partenariat entre une entreprise privée, qu'elle soit privée à but lucratif ou privée à but non lucratif, comme c'est le cas, je crois, de la CAMEC, qui a plus une structure associative. Peut-être, excusez, je vais peut-être amener peut-être d'autres éléments qui vont vous permettre de mieux répondre, puisque actuellement il existe un contrat biennal qui a été signé entre le ministère de la Santé et la CAMEC et pour l'entreposage des intrants des programmes. Mais comme je l'ai dit, c'est la CAMEC qui approvisionne la quasi-totalité des formations sanitaires publiques du pays et en médicaments essentiels génériques. C'est là ma question, quoi. Donc cet élément, je voulais ajouter pour peut-être vous permettre d'avoir pu... On peut vraiment parler d'externalisation, mais c'est de l'externalisation dans le cadre d'un partenariat public-privé. Donc tout de suite, ça prend une dimension qui est un peu différente parce que, en effet, on reconnaît à ces associations une utilité publique. Hein, et donc, par là même, la collaboration est possible et on n'est plus dans une externalisation qui est uniquement basée sur une relation à but lucratif avec une entreprise qui va essayer de faire du bénéfice et de dégager du bénéfice en gérant une activité. Ce que vous dites sur le last miles aussi est très intéressant, hein, parce que ça, c'est quelque chose, dans tous les pays, on est confronté à ça en permanence. Le last miles, arriver le dernier kilomètre, gérer le dernier kilomètre. Et dans tous les pays, le problème qu'on va rencontrer, ça va être toujours le même. C'est un problème de financement. Ça coûte très, très cher. Ça coûte très, 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 très cher. C'est pour ça, dans certains chats, dans certaines discussions, on évoque parfois et on essaie de voir où est-ce qu'il y a des expériences de supply chain communautaire.
C'est quelque chose, notamment en Angleterre, par exemple, où il y a le NHS, hein, le Health National System, donc le système de santé nationale en Angleterre, qui est extrêmement déficitaire. Et ben, ils sont en train de réfléchir, même là où le secteur privé est très développé, hein, où il y a beaucoup de pharmacies, mais ils sont quand même en train de réfléchir à mettre en place des systèmes communautaires où, en effet, les financements de la last mile vont venir uniquement des contributions locales. Alors peut-être avec un soutien global, mais c'est très, très, très difficile aujourd'hui d'avoir des systèmes financiers qui puissent soutenir sur le long terme l'accès aux médicaments sur le dernier kilomètre, juste avec des financements centraux de l'État, voire même avec des bailleurs internationaux. Les bailleurs sont très, très, très réticents à financer sur le long terme, parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils ont commencé, ils ne pourront pas s'arrêter, ils ne pourront pas se retirer. Et c'est des grosses sommes d'argent. Malheureusement, l'argent, c'est comme ça. Hein. Les gens ont beaucoup de mal des fois à le lâcher quand ils savent que ça va avoir des impacts et qu'il va falloir le lâcher pendant longtemps. Donc, merci bien pour la réponse. Ouais. En DRC, voilà, Alex Mukandi, en DRC, en République démocratique du Congo, RDC, pardon, le transport et le stockage avant livraison sont sous-traités, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé. Dans le secteur public, il s'agit notamment des produits, des programmes nationaux, le PALU, VIH, ok. Donc tous les produits de programmes qui sont en effet externalisés. Très bien, je vous remercie. Monsieur Zangré, vous avez la main levée. Je suppose que c'est la main que vous êtes de tout à l'heure, voilà, que vous aviez encore levée, ou si vous voulez prendre la parole, allez-y. Ou à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui veuille prendre la parole. Non, c'est l'ancienne main. C'est l'ancienne main. C'est l'ancienne main, d'accord. Très bien. Bon, si personne d'autre ne souhaite contribuer à ce stade, on va continuer rapidement sur les aspects de la sous-traitance, de comment gérer la sous-traitance. S'il y a des questions, des fois il y a des questions sur le chat que je n'ai pas, je pense que je les ai toutes gérées, mais si jamais j'en ai zappé quelques-unes, si je n'ai pas fait attention, vous n'hésitez pas à soit me la renvoyer, soit à lever la main, ou il y a d'autres signes que lever la main. Il y a, je ne sais pas, la personne qui pleure ou d'autres. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer un petit signe pour me dire attention, il y a telle question qu'on avait posée et qu'on n'a pas vue. Donc, pour gérer la sous-traitance, comment ça fonctionne, hein, ben, voilà, la première étape, en effet, c'est de clarifier les besoins dès le départ. Quelle est la demande de proposition? Quel est le type de contrat? Hein, bien paramétrer ce qu'on veut, faire un cahier des charges. Hein, ça, c'est vraiment très, très important. Avoir beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges avec le sous-traitant qui est anticipé. Voilà, faire vraiment toutes les étapes d'un processus transparent d'appel d'offres et de définition clairement de prestation de service. Ensuite, un élément qui va être très important, c'est de convenir des indicateurs de performance, les indicateurs clés de performance et les niveaux de service détaillés. Alors, c'est un processus qui est très important. Ça ne veut pas dire que vous allez toujours être en mesure d'avoir accès à toutes ces informations-là. Hein. Soyons très clairs, hein, on sait que… Mais il est très important de faire ce travail de toute manière en amont parce que ça va vous donner une base commune de compréhension de ce que vous attendez. Donc, c'est vraiment très, très important. Ce n'est pas forcément pour suivre au jour le jour les indicateurs, mais c'est ce qui va vous servir de référent commun. Donc, ce sera très, très important. Et ensuite, en effet, surveiller les indicateurs clés de performance et le niveau de service tout au long du contrat. Donc, comme je le disais à l'instant, ce n'est pas de suivre au jour le jour comme un maniaque, hein, mais c'est vraiment d'utiliser ça comme une base de discussion, une base d'échange pour aller vers une amélioration continue. Parce que le but, c'est l'amélioration continue. On part sur un partenariat, on pense que tout va se passer pour le mieux, mais on sait que de temps en temps, il va y avoir un peu des difficultés, on ne va pas avoir la même perspective sur le même truc. Donc, il faut avoir une base, une grille d'analyse commune pour se dire, ben voilà où on en est, voilà comment on va avancer, qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser.
Et ça, cette approche-là est très, très importante parce que quand vous partez en partenariat, il faut partir en partenariat en se disant que ça va réussir. On est ensemble, on s'est choisi. C'est comme c'est un peu comme un mariage, comme un couple. Hein. On est ensemble, on s'est choisi, on va aller au bout ensemble. Le but, c'est vraiment pas. On sait il y a toujours la possibilité de se séparer, mais c'est vraiment pas le but. C'est pas ça qu'on veut. Donc, on va essayer de construire ensemble un couple qui marche, une relation qui marche, une relation durable et progresser comme ça tout au long de notre vie. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Et donc, du coup, les indicateurs de performance et le niveau de service, tout ça, c'est vraiment une grille de référence sur laquelle on peut s'asseoir ensemble, autour de laquelle on peut s'asseoir ensemble et se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux marcher, qu'est-ce que vous nous conseillez, qu'est-ce qu'on se conseille, quoi, qu'est-ce qu'on se conseille pour améliorer. Et c'est vraiment ça, voilà, les étapes. Donc, bon paramétrage, très bon cahier des charges, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication pour pouvoir arriver à comprendre ce qu'on attend, définir des indicateurs clés de performance et des niveaux de service détaillés. Il y a une phrase qu'on se pose souvent quand on fait des projets comme ça, quand on se lance dans un projet. La phrase, c'est en anglais, c'est « How success would look like ». À quoi ressemblerait le succès? Donc, dès le début, ça c'est une question assez simple que vous pouvez vous poser avec vos prestataires. Quand vous avez bien défini, bien paramétré, tout le monde est clair sur les demandes, tout ça, vous faites vos indicateurs et puis à un moment, vous dites, mais en fait, à quoi ressemblerait le succès? Si on a une relation de partenariat extrêmement réussie, à quoi ça va ressembler? Et vous la décrivez avec des éléments qualitatifs. Donc, on les décrit du narratif. Voilà, on s'entendra bien, ça se passera bien, on aura des réunions toutes les semaines, on aura les informations qui remontent, nos clients seront contents. Donc, ça, c'est du qualitatif. Et puis aussi du quantitatif. Eh bien, il y aura 99% des ordres passés en début de semaine qui auront été livrés en fin de semaine. Voilà. Et puis du quantitatif, il n'y aura pas plus de 0,1% d'erreur de stock entre les stocks dans le système et les stocks en réel. À chaque fois qu'on fait un inventaire, pof, ça va toujours matcher dans les meilleures conditions. Si j'envoie un mail, on va dire que 100% des mails que j'ai envoyés, on aura une réponse dans les 48 heures. C'est ce genre de choses. Donc, du qualitatif, du quantitatif, pour décrire cette simple question, à quoi le succès ressemblerait. Si on a une relation de sous-traitance réussie, successful, comme disent les Anglais, à quoi le succès va ressembler. Voilà. Et donc, avoir des réunions régulières, une revue itérative, des processus itératifs, c'est vraiment des éléments qui sont très importants pour pouvoir gérer un bon contrat de sous-traitance et progresser dans ces approches d'amélioration continue. Alors maintenant, bon, ça c'est on prend le cas du Mozambique, où il y avait des sondages qui avaient été faits au Mozambique et qui soulevaient un peu, je ne me souviens plus très bien d'ailleurs dans quel cas d'étude, de quel cas d'étude ça sort. Je crois qu'il y a un document de cas d'étude, je me demande s'il n'a pas été partagé sur la Hive. Sanjay, je pose la question à Sanjay en anglais. Sanjay, those quotes are coming from a Mozambique case, I think. If you can give the answer do we have the case on the Hive or somewhere? So the document has been shared with them already. Okay, that's what I also. Okay. So, I mean, if you want me to explain why this case is here, I can do that if you want. No, it's okay. Okay. Donc, Sanjay me confirme bien. Donc, le cas du Mozambique a déjà été partagé. Vous avez le document. Et donc, en effet, on peut voir en effet ici certaines des citations qui expliquent pourquoi les gens ne sous-traiteraient pas. Alors voilà, une première raison pour ne pas sous-traiter, c'est que les centrales d'achat déclarent souvent qu'un transporteur privé coûte plus cher qu'une flotte interne, alors que le taux d'utilisation interne y est faible. Utilisation 8 heures par jour sur 5 jours ouvrés. La définition du niveau de service n'est jamais claire et ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que le véhicule n'était pas à leur disposition. Voilà. Donc en effet, les gens ne sont pas satisfaits, le véhicule n'était pas là quand j'en ai eu besoin.
on retombe sur ce qu'on disait avant, les problèmes arrivent au moment où ils deviennent opérationnels. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai besoin d'un véhicule, mais si je ne planifie pas en communiquant mon besoin à l'avance, le jour où je vais descendre et j'aurai besoin du véhicule, il ne sera pas là. Donc, en effet, ça crée de la frustration et les gens se disent, tiens, on va externaliser. Aujourd'hui, je suis désolé, j'ai besoin d'un véhicule, il n'y en avait pas, donc je vais externaliser. Ou je devais envoyer mes commandes et il n'y avait plus de véhicule, donc je vais externaliser. Mais ce que je ne dis pas, c'est que je n'ai pas informé 3 jours à l'avance, comme c'est conclu, comme c'est décidé, que j'allais avoir besoin d'un camion. Je n'ai pas informé 3 jours à l'avance, mais le matin, quand je suis arrivé, j'ai dit, voilà mes cartons, il faut qu'ils partent et il n'y avait pas de camion. Donc, je dis qu'il faut externaliser ou il ne faut pas externaliser. Bon, le seul problème, c'est qu'en fait, la vraie raison, c'est qu'il n'y a pas eu de planification. Donc, que ce soit externalisé, que ce ne soit pas externalisé, que ce soit en interne ou que ce soit en externe, il va falloir planifier de toute manière. Un transporteur privé sous-traitant dira que son tarif le plus compétitif dépend d'une bonne utilisation des véhicules. Par exemple, les clients du secteur des produits de grande consommation exigent des délais de chargement et de livraison spécifiques qu'ils respectent, mais les centrales d'achat font attendre les véhicules des transporteurs privés parfois pendant une journée entière. Ça, c'est vrai, quand vous allez travailler dans le secteur privé, on vous donne des créneaux horaires pour les camions. Le camion arrive à 9h. À 9h15, c'est déchargé, c'est parti. Le camion est reparti, il fait autre chose. Et c'est vrai qu'un camion, ça coûte de l'argent. Un camion, ça coûte de l'entretien. Un chauffeur, ça coûte de l'argent. Et ça coûte un salaire. Et si jamais, quand le chauffeur vient pour prendre une livraison, on le fait attendre toute une journée, le prestataire, il va vous facturer cette journée. Il va vous le facturer. Ça fait partie des coûts qu'un prestataire sait qu'il va pouvoir vous refacturer si jamais vous n'êtes pas tombé dans le taux de livraison qui était précisé dans le contrat. Voilà, une centrale d'achat dira qu'elle a besoin de flexibilité de la part des transporteurs parce que le chargement, déchargement manuel, voilà, et qu'elle ne peut pas éviter. Là, on a des exemples de négociations qui doivent être faites dans le cahier des charges, qui doivent être discutées avec le prestataire au moment où on va définir le contrat. C'est-à-dire, voilà, moi, si j'ai quelque chose à livrer, combien de temps je dois avoir le camion, combien de temps le camion peut attendre à quai, si jamais le camion peut attendre 1 heure, au bout d'1 heure, s'il attend plus qu'1 heure parce que je n'ai pas fait mon chargement dans les temps, combien je vais devoir payer au transporteur de frais de dédommagement pour le temps qu'il a passé à attendre. Ça, c'est sûr que c'est une réalité. Voilà. Après, bon, c'est toujours encore de l'argent, que les transporteurs privés sont plus chers et qu'ils s'enrichissent. Bon, c'est le secteur privé, il faut que ça tourne, faut que ça fasse du business. On ne peut pas en vouloir au secteur privé de faire du business, c'est leur métier. Il faut que tout le monde vive. Donc, il faut que les gens soient bien payés, que les employés soient bien payés, que les prestataires de services soient bien payés. Après, voilà, il ne faut pas qu'il y ait des marges qui soient juste écœurantes. Non, il faut que vraiment il y ait une bonne répartition. L'argent, c'est fait pour circuler. C'est comme les produits pharmaceutiques, il faut que ça circule. Il n'y a pas de date de péremption sur l'argent et pourtant, il devrait, parce que l'argent qui reste trop longtemps sans bouger, ce n'est pas bon. Donc, voilà, il faut que ça circule. Et un service réussi du transporteur privé dépend de la discipline du magasin central pour charger les camions, en effet. Voilà. Donc ça, c'est vraiment dans le cas du Mozambique, sur le transport. En effet, il faut une bonne discipline, un bon accord, une bonne compréhension sur quels sont les délais, quelles sont les conditions de chargement et comment on peut optimiser notre relation de manière à vraiment tirer le maximum de profit de cette relation. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des commentaires. Je n'ai pas vu le chat là pendant un moment. Non, pas de commentaires. Pas de main qui se lève. Très bien. Donc, on va discuter maintenant le cas de l'Ouganda. Donc, l'Ouganda, qui est un pays d'Afrique de l'Est, pays enclavé. Donc, comment ça fonctionne le cas donc, les prestataires de services se chargent de la livraison jusqu'au dernier kilomètre. Donc, c'est une solution qui est multimodale, qui a été adoptée avec 2 prestataires. Les prestataires ont été sélectionnés sur un contrat d'1 an après une procédure de passation de marché rigoureuse et des vérifications détaillées des antécédents pour évaluer leur capacité. Il y a un délai de 5 jours ouvrables
hein, qui est le niveau de service pour les prestataires. La précision et le respect des délais de livraison des produits a été considérablement amélioré quand ils ont externalisé. Voilà. Le transport de l'entrepôt central vers les dépôts de district est effectué par la flotte centrale, tandis que le dépôt de district aux établissements de santé est sous-traité. D'accord. Il y a eu un projet pilote qui a été mis en place pour voilà, identifier quels étaient les avantages et les inconvénients de chaque solution. Et puis, la livraison jusqu'au dernier kilomètre des établissements de santé est maintenant effectuée par les transporteurs privés. Donc, le cas de l'Ouganda est un cas un peu particulier, hein, parce que NMS, NMS, c'est le nom de la centrale d'achat, National Medical Store, qui est basée à Kampala. Et donc, à Kampala, cette unité centrale a vraiment, d'une certaine manière, tout pouvoir sur la chaîne d'approvisionnement en produits médicaux et en produits pharmaceutiques et en matériel médical. En début d'année, le Parlement ougandais vote un budget pour l'achat et la distribution des produits pharmaceutiques et du matériel médical. Et une fois qu'ils ont voté ce budget, ils donnent ce budget à NMS, National Medical Store. Donc, National Medical Store récupère un budget. Et avec ça, avec ce budget, c'est eux qui vont organiser toute la distribution des produits pharmaceutiques et du matériel médical sur l'ensemble du pays. Ils ont une autonomie complète. En début d'année, ils font, enfin chaque année, bien évidemment, ils font leur cycle de quantification et de prévision et ils font leur planification de distribution. En début d'année, ils éditent un plan de distribution pour non, je crois que c'est pour tous les 6 mois. Tous les 6 mois, ils éditent un plan de distribution qu'ils appellent, excusez-nous, hein, ils appellent ça leur Bible. Donc, ça, c'est leur Bible. Une fois qu'ils ont produit ce tableau de planification de distribution sur l'ensemble des centres de santé, des établissements de santé du pays, ils vont dérouler ça. Ils le communiquent à l'ensemble. Donc, cette Bible, entre guillemets, ce plan de distribution pour 6 mois est disponible sur Internet. Tout le monde y a accès. C'est envoyé à tous les centres de santé. Et ils savent que tel jour, à telle heure, ils vont recevoir telle quantité. C'est comme ça, c'est clair, c'est planifié. Et à partir de là, NMS, en centrale, organise toute la distribution. Donc, en effet, ils ont un entrepôt central à Kampala, à partir duquel, avec leur propre flotte, ils vont envoyer le stock dans des entrepôts régionaux, les entrepôts de district, les dépôts de district. Et à partir de ces dépôts de district, ils ont 2 prestataires qui vont distribuer sur l'ensemble du pays jusqu'au dernier kilomètre. Mais voilà, encore une fois, hein, chaque année, ils ont un budget qui leur permet de gérer cette solution. C'est une solution qui marche très très bien, hein, notamment parce qu'il y a une grande communication, une très forte communication, une très grande confiance, hein, entre le niveau central et le niveau local. Une petite question, un petit débat. La sous-traitance est-elle moins chère? Qu'en pensez-vous? Bon, on l'a vu, hein, dans certains exemples qui ont été précisés. On ne peut pas toujours considérer, il ne faut pas considérer uniquement le coût. J'en profite pour lire quelques-uns des commentaires, là, pendant que vous réfléchissez, si quelqu'un veut prendre la parole. Est-ce qu'un sous-traitant peut aussi sous-traiter avec une autre entreprise en cas d'inefficacité de ses tâches? Oui, vous avez raison, M. Nyanga, ça arrive malheureusement, mais ce n'est pas toujours ce qu'on préfère, d'avoir un sous-traitant qui va aller en fait sous-traiter. Il va prendre le marché et puis en fait, plutôt que de faire le travail lui-même, alors bon, vous prenez un cas très spécifique qui est celui de l'inefficacité de ses tâches. Mais parfois, malheureusement, ce n'est pas que l'inefficacité des tâches, hein, c'est aussi une certaine forme de malhonnêteté, hein, qui fait qu'il vous dit qu'il va faire le travail, mais en fait, il ne fait pas le travail, il externalise ça à quelqu'un d'autre sur lequel il va faire une marge. Non, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas recommandable. Après, en effet, si on se rend compte que ça ne fonctionne pas,
est-ce qu'il faut leur demander à eux d'externaliser? J'aurais tendance à dire que ce n'est vraiment pas une solution souhaitable parce que ça va créer vraiment des étapes des étapes comment ça s'appelle de communication qui vont vraiment pas être alors oui, la question que vous posez, Boris, contredit un peu ce que je dis, puisqu'en effet, le transport peut être quelque chose de particulier. On peut imaginer en effet que vous alliez, que vous sous-traitez en effet à un partenaire logistique l'entreposage et le transport, et qu'eux-mêmes vont gérer leur transport avec encore, ils vont sous-traiter le transport à une troisième partie. En effet, ça, ce sont des solutions. Donc, quand je répondais à la question de M. Nyanga, en fait, j'avais en tête plus, par exemple, quelqu'un qui sous-traiterait de manière visible la responsabilité que vous leur avez transmise. Parce que dans le cas où ils vont sous-traiter le dernier kilomètre, c'est quelque chose que vous avez planifié en amont. C'est-à-dire que quand vous avez signé le contrat, vous saviez déjà que ce n'est pas eux qui allaient gérer le transport. Vous avez bien organisé ça et tout est bien planifié en fonction. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui se fait dans votre dos, entre guillemets, hein, ou une activité que vous pensiez gérée par votre partenaire direct serait gérée par une tierce partie. Mais vous avez raison, en effet, hein, un prestataire logistique, un prestataire d'entreposage peut très bien être à même de gérer le transport jusqu'au dernier kilomètre, voire même des transports intermédiaires, pas jusqu'au dernier kilomètre. Donc, merci pour ça. En ce qui concerne le coût, M. Zangré, la sous-traitance a toujours été chère. Certes, elle peut procurer de bons résultats, mais en termes de coût, elle est élevée. C'est vrai, c'est souvent plus élevé. Il y a souvent un surcoût, mais n'oublions pas l'élément de variabilité qui est très important. C'est-à-dire que pour une société, avoir des coûts variables plutôt que des coûts fixes, c'est un gros avantage. C'est-à-dire que vous payez plus cher, c'est vrai, mais vous payez plus cher quand vous avez beaucoup d'activités. Du coup, vous payez pas et vous payez moins cher quand vous avez peu d'activités. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, vos revenus, ils viennent quand vous avez beaucoup d'activités. Donc, vous avez beaucoup d'activités, vous avez des revenus, il y a un retour sur la vente des médicaments, il y a du budget qui est alloué pour la distribution des médicaments, pour les cas qui sont servis dans les centres médicaux. Là, vous avez du budget et vous avez de l'activité. Donc, à ce moment-là, bah oui, vous payez un peu plus cher, mais au moins, vous payez que là. Mais le jour où vous n'avez pas d'activité, vous ne payez pas. Donc, cette variabilité des coûts, passer de coûts fixes en coûts variables, c'est un très, très gros avantage. C'est un très gros avantage. Et Ulrich Lausson, vous nous dites que la sous-traitance est moins chère dans le cas où l'organisme a un volume énorme de produits à gérer et à distribuer, dans ce cas où les flux des produits n'est pas énorme et la sous-traitance n'a pas sa place car elle va constituer un gouffre financier. C'est juste hein, ce que vous dites, ça peut contenir un gouffre financier à moins que vous trouviez un prestataire qui peut vraiment mutualiser vos coûts avec d'autres. Voilà, je prends un exemple, un prestataire qui travaillerait déjà, je dis n'importe quoi, pour le Fonds mondial, l'UNICEF, des hôpitaux privés, des cliniques privées, et qui viendrait prendre une partie de votre activité. Peut-être qu'il y aurait, comme c'est vraiment le même métier, c'est vraiment les mêmes activités, c'est les mêmes produits, peut-être qu'il y aurait des capacités de mutualisation des coûts qui vous permettraient de faire des économies. Et puis, M. Ngandiza, vous dites qu'en général, la sous-traitance est moins chère. Voilà, encore une fois, hein, ça dépend de comment vous négociez votre contrat, ça dépend des services que vous allez demander, ça dépend de la qualité de service aussi que vous allez attendre, ça dépend vraiment de beaucoup d'éléments. Voilà, vous avez raison. Le point d'entrée, vous avez raison, le point d'entrée, ça ne doit pas être le coût. Le point d'entrée, ça doit être la qualité de service. La qualité de service et la qualité de service qui est accordée voilà, au bénéficiaire final. On va prendre un petit sondage, hein, un sondage numéro 2. Quelle fonction de la chaîne d'approvisionnement de votre pays sera le plus performante si elle est sous-traitée, selon vous hein, voilà. Est-ce que c'est le transport complet, le transport du dernier kilomètre, l'entreposage, l'achat ou la gestion des ressources humaines? On n'a pas beaucoup parlé de la gestion des ressources humaines aujourd'hui. On a vraiment parlé des fonctions aval. Hein. On n'a pas beaucoup parlé de l'achat non plus.
Bon, l'achat, c'était le cours précédent. Les gestions de ressources humaines, c'est le cours suivant sur les fonctions capacitantes. Hein, donc, quels sont vraiment selon vous, les éléments qui fonctionnent le mieux en sous-traitance? Il n'y a qu'un choix, hein, sur celle-là. Il n'y a qu'un choix. Donc, il faut vraiment choisir la chose qui vous semble la plus pertinente. Voilà, voilà. On arrive maintenant vers la fin. Dernière, en attendant la réponse au sondage, on a une dernière zone. Voilà, les réponses sont là. Voilà, transport complet, transport du dernier kilomètre et logistique inversée. Là, c'est vraiment le champion. Hein. The winner is, le gagnant est transport du dernier kilomètre et la logistique inversée. La logistique inversée, c'est quelque chose qui coûte très, très, très cher. Très cher, très, très cher. Donc, c'est vrai que pour un prestataire logistique, bon, c'est bien que ce soit géré par eux parce que souvent, bon, ils vont vous facturer très cher, mais bon. Et puis ensuite, transport complet, gestion des ressources humaines. Alors là, je suis surpris, il y a beaucoup de gens qui disent gestion des ressources humaines. On a rarement cette réponse-là aussi haut hein, dans les sondages. Mais c'est intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un qui a mentionné gestion des ressources humaines peut prendre la parole et nous expliquer. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant de savoir votre point de vue sur la gestion des ressources humaines externalisées. Oui, Monsieur Paciano Tsewanga, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'aimerais un peu expliciter sur ce qui est de la gestion des ressources humaines. Je pense que dans mon pays, donc la République démocratique du Congo, la chaîne d'approvisionnement souffre énormément d'une bonne exécution, surtout dans toutes les étapes. Et ça soit, comme je l'ai dit avant, des moyens logistiques qui posent problème. Mais les plus grands problèmes, c'est beaucoup plus au niveau du personnel. Parce que le système est en train de fonctionner de telle sorte que quelquefois même, les réquisitions qui devraient partir de la base et remonter selon la procédure n'est pas effectuée correctement. Les centres périphériques se trouvent face aux médicaments parfois qui n'ont pas demandé. Cela est fait par, je pense, une rupture d'information. La personne qui est censée collecter réellement des informations et les faire remonter, il ne fait pas réellement son travail. Et ils font des réquisitions bâclées au niveau central et on commande les médicaments. Et puis, le consommateur final se trouve face aux médicaments qu'il ne sait pas utiliser. Et il y a actuellement un programme nommé PDSS dans mon pays actuellement. C'est un programme d'appui au système de santé. Alors, qu'est fait ce programme? Ce programme passe outre toute la procédure d'approvisionnement. Donc, il collecte lui-même les fonds, il s'approvisionne en médicaments et amène les produits au dernier kilomètre lui-même, sans passer par toutes les structures préétablies. Si on arrive à ce genre de décision, c'est simplement parce que au niveau de la chaîne, il se passe tellement de choses qu'on n'arrive pas à maîtriser. Raison pour laquelle ils ont trouvé en quelque sorte un moyen pour pallier à ces problèmes. Donc le PDSS livre sans passer par des structures comme FEDECAM et des CDR. Et d'ailleurs, il n'est même pas présent dans tous les coins du pays. Donc, il y a vraiment un sérieux problème en termes de ressources humaines, de telle sorte que si on arrivait à mieux gérer la ressource humaine, on n'aura pas autant de pertes d'argent surtout, et autant de pertes de médicaments qui parfois expirent suite à un mauvais usage, ou soit les médicaments qui sont arrivés à la périphérie, ce ne sont pas des médicaments dont la communauté a besoin. Du coup, ça fait vraiment un gaspillage au niveau de la gestion des fonds. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Nsewanga. Je voudrais vraiment commenter sur votre point parce qu'il est très, très important. Mais je vois que Madame Maï a levé la main. Donc, Madame Maï, vous avez baissé la main. Madame Maï, j'aurais bien aimé vous entendre. Si vous avez un point à rajouter. En fait, bon, je crois que je pourrais peut-être. Madame Maï, on vous a perdu là. Madame Maï. Ouais. Oui, on vous écoute. Non, en fait, j'ai baissé juste la main parce que je préfère encore parler avec Paciano, peut-être en privé là, parce que je crois qu'il y a aussi un problème dans la chaîne d'approvisionnement de notre pays. Le problème, c'est que nous avons un système qui est mixte. Nous avons des grossistes, en fait, qui sont des grossistes privés qui existent dans notre pays, mais aussi nous avons également des structures gouvernementales qui existent également, qui s'occupent également de la chaîne d'approvisionnement. Et le problème, c'est que, en fait, les structures gouvernementales n'ont pas l'exclusivité, en fait, n'ont pas toute la gamme de produits qui est souvent recherchée, même dans des centres au niveau de la périphérique. C'est pourquoi il y a deux fois, en fait, si je peux dire, le circuit d'approvisionnement ne suit pas nécessairement la procédure qu'elle devrait suivre. Donc, c'est comme ça que je préfère baisser la main et puis parler avec Paciano en privé, en fait. Non, mais je vous remercie. Ça nous intéresse, hein, vos discussions privées. Je suis désolé, mais elles nous intéressent. Hein. Paciano et Vanessa, je vous remercie beaucoup pour cet échange. Pour nous, c'est intéressant de voir ça. Et en effet, moi, la question que je me posais quand je vous entendais, Paciano, décrire cette situation, ça me faisait penser à cette phrase qu'on disait, il ne faut pas externaliser un problème. Parce qu'en effet, si vraiment le problème des ressources humaines, tel que vous l'avez décrit, est-ce que l'externalisation va pouvoir régler ce problème-là? Alors oui, vous nous donnez un exemple. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une chaîne d'approvisionnement complètement parallèle, probablement avec des types de contrats complètement différents, quelque chose de vraiment complètement différent. Mais cette solution-là, si on la pousse à l'extrême, on va avoir un système qui va être complètement ingérable. C'est-à-dire que si demain, l'UNICEF arrive, ils font leur propre chaîne, l'OMS arrive, ils font leur propre chaîne, tout le monde fait ça. Et on le sait qu'il y a un peu cette tendance à faire ça. On le sait déjà qu'il y a un peu cette tendance-là sur les programmes et des choses comme ça, des organismes qui arrivent et ils font leur propre chaîne, ils font leur propre supply chain. Ouais, mais à terme, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Donc c'est vrai qu'il y a un énorme enjeu là. Il y a un énorme enjeu. Bon, si vous avez le débat en privé, hein, nous ça nous intéresse aussi. Hein, d'après peut-être d'avoir un petit retour, peut-être la session prochaine. Moi je sais pas, vous prenez 5 minutes en début de session prochaine, la semaine prochaine, Vanessa et Paciano pour nous faire un feedback, hein, sur vos discussions en privé. Parce que vraiment ce point-là est crucial. Le point des compétences et des ressources humaines, il est vraiment, vraiment, vraiment crucial dans la chaîne d'approvisionnement. Vous pouvez mettre tous les systèmes que vous voulez, vous pouvez mettre toutes les infrastructures que vous voulez, vous pouvez mettre tous les systèmes d'information, tout ce que vous voulez, tous les camions que vous voulez, tous les budgets que vous voulez. Si vous n'avez pas les bonnes personnes pour faire le boulot, ça ne va pas marcher. Donc, c'est pour ça que voilà, les chaînes d'approvisionnement, c'est vraiment un travail humain où la collaboration est vraiment, 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 vraiment très, 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 très importante. Voilà, je vous remercie. Enfin, à moins qu'il y ait d'autres points, mais n'hésitez pas à soulever la main s'il y a d'autres points, que j'avance trop vite sur les slides là. Vous allez arriver vers la fin là, des modules. Vous avez l'évaluation du cours. Hein, donc vraiment, on vous remercie quand vous arrivez à la fin, de bien évaluer l'évaluation. Hein, 10 pour excellent, 1 pour mauvais. Donc de 1 le plus mauvais à 10 le meilleur. Soyez honnête, c'est ce qui nous intéresse. Mettez des commentaires aussi écrits, hein, des suggestions. Si vous avez des suggestions pour qu'on améliore les cours, des choses qui vous ont bien plu, des choses que vous avez vraiment appréciées, que vous voulez qu'on refasse ou fasse plus, n'hésitez pas. Des choses où vous pensez qu'on pourrait faire mieux, n'hésitez pas. N'hésitez pas. On va avoir une cérémonie en ligne pour la certification. Donc, on vous invite tous à présenter vos certificats. Vous les aurez reçus d'ici là. Pour l'instant, on a prévu le mercredi 12 octobre pour la certification. Donc, c'est une cérémonie. L'heure exacte, je ne crois pas qu'elle ait été déjà fixée. Mais on va essayer de faire quelque chose qui convienne à tout le monde. Donc la cérémonie en général, hein, on se retrouve, ça prend pareil, 1 heure ou 2 comme un cours.
hein, et puis, voilà, on déroule un peu, on présente voilà, le certificat, vous allez le recevoir. Et puis, c'est un moyen d'échanger aussi un peu sur comment ça s'est passé, avoir des retours. Et puis, on essaie de faire une photo de groupe en général, hein, une photo de groupe à la fin avec tous les participants. Donc, ce jour-là, hein, préparez-vous pour qu'on vous demandera de mettre la vidéo, hein, pour qu'on puisse se voir et avoir une photo de la cohorte. Merci, merci à tous. Gardez bien en tête cette date du 12 octobre. Essayez de finaliser les cours. S'il y a des échanges à partager, si vous avez des éléments constructifs, hein, sur l'externalisation des ressources humaines et des compétences, vraiment, merci de les partager sur la Hive. Envoyez-nous des messages. C'est vraiment intéressant. On a beaucoup à apprendre. Des idées qui pourraient vous venir, des débats, des confrontations de points de vue. C'est vraiment ça qui permet aux idées de progresser. Gardons bien en tête ces idées que vous avez tous et toutes soulevées durant le cours, que l'externalisation est des éléments très importants de souveraineté, très importants à prendre en compte, les risques éthiques, hein, liés à l'exploitation, et surtout, tout est concentré sur des compétences. S'assurer qu'il y ait les bonnes compétences aux bons endroits, ça c'est vraiment un élément clé. Voilà, pour finir l'évaluation de cette session. Donc on va lancer le troisième et dernier sondage pour évaluer la session. On vous remercie de bien vouloir remplir. Si vous avez des commentaires, c'est toujours possible encore de les faire sur le chat. Voilà, et puis écoutez, finalisez les cours, bon courage. S'il y a quoi que ce soit, il y a le groupe WhatsApp où vous posez des questions. Vous pouvez demander à Priyanka vraiment qu'elle vous guide. Et elle le fait toujours avec beaucoup de bonne volonté. On leur remercie. Gilles, Disponible. Yes, Sanjay. Maybe you can also introduce the country supply chain comparison benchmarking, so which we will send to everyone by email. But maybe you can just introduce so that students who are interested, okay, they can take part in that as we send them the information. Ok. Sanjay me rappelle, donc déjà juste voilà pour le cours aujourd'hui, donc 30%, 28% excellent, 48% très bien et 25% bien. Donc, on vous remercie. Je ne sais pas si ça correspond un peu ce matin quand on a fait le mood check, quand on a regardé comment les gens étaient. Il me semble que ça correspond à peu près à ceux qui étaient vraiment excellents, très bien et bien. Voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que voilà, le fait d'avoir été un peu ensemble, ça vous a remonté le moral. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Juste ce que suggérait Sanjay, c'était d'évoquer que sur le chat, il y a quelque temps, on a remarqué, je crois qu'il y avait un échange, je crois que c'était vous, Boris, qui aviez soulevé le fait de pouvoir faire une comparaison des différentes supply chains dans différents pays. Et puis, il y avait pas mal de gens qui vous avaient répondu, qui avaient répondu à cette suggestion, que c'était une bonne idée. Oui, essayons de faire ça. Donc là, dans les 15 jours qui restent là, sur le cours, hein, on va partager avec vous un fichier qui permettrait d'avancer sur ce benchmark pour pouvoir faire un benchmark des différentes supply chains. Donc, on va vous proposer quelques critères qui permettent de classifier, de faire une typologie un peu des supply chains. Et répondre en fonction du système qui est dans votre propre pays. Et on va collecter toute cette information et on vous partagera et ça donnera d'une certaine manière une comparaison, hein, un benchmark des différents systèmes de chaînes d'approvisionnement en santé publique dans les différents pays. Donc j'espère que voilà, on va vous partager ça. Il faudra que vous mettiez vos inputs. C'est juste pour formaliser, hein, un peu une suggestion qui avait été faite et qui nous avait semblé vraiment très, très, très intéressante. Donc, merci. Et puis, Monsieur Nyanga, oui, en effet, nous n'externalisons pas nos épouses. Dieu nous en préserve. Dieu nous en préserve.
parce qu'on a différents problèmes de couple. En effet, négociation d'abord, car la négociation fait partie des procédures logistiques aussi. En effet, on n'externalise pas. Par contre, en effet, on essaye d'avoir un couple qui fonctionne bien et qui maintient l'unité, l'unité dans dans la diversité. On est divers partenaires et on essaie de garder cette unité. Je vous remercie toutes et je vous remercie tous pour votre participation. Oui, Monsieur Zangré, je vois que vous avez levé la main. Un dernier commentaire, on vous écoute. Oui, merci à tous. Merci à Gilles pour cette animation du jour. Et merci à M. Nanga pour la blague finale. C'était juste pour lui dire que cette fonction n'est pas externalisable. Merci, excellent week-end à vous. Merci bien. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que moi, je n'ai pas envie que mesdames commencent à nous dire qui elles vont externaliser parmi ces messieurs. Donc, vraiment, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Et puis, à très bientôt sur la Hive. Et on est ensemble. Merci bien. Merci. Merci.